Les ados, leurs écrans. C'est un sujet qui préoccupe, qui fait débat et qui angoisse même parfois. Mais au-delà des gros titres et des opinions de chacun, qu'est-ce que la science nous dit vraiment sur le lien entre le temps d'écran et la santé mentale? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. Voilà la grande question. On entend partout que les smartphones seraient les grands responsables de la montée de l'anxiété et de la dépression chez les jeunes. Alors, info ou intox? On va regarder les faits. Quand on regarde la chronologie, il faut bien avouer que c'est troublant. La courbe de l'adoption des réseaux sociaux et celle de la détresse psychologique chez les ados semblent se suivre parfaitement. C'est cette coïncidence qui met le feu aux poudres. Bon, alors premier point, cette fameuse corrélation. Plongeons un peu plus dans les chiffres pour voir ce qu'il en est. Ce chiffre, 75%, il est assez parlant. Il signifie que pour une majorité d'experts, il est très probable que les réseaux sociaux aient leur part de responsabilité. Mais attention, probable, ça ne veut pas dire que c'est prouvé à 100%. C'est un indice fort, pas une preuve irréfutable. Et là, on touche à un point absolument fondamental en science. Ce n'est pas parce que deux choses se passent en même temps que l'une est forcément la cause de l'autre. C'est la différence cruciale entre corrélation et causalité. Et c'est essentiel pour ne pas tirer de conclusions hâtives. Et justement, quand on creuse, la nuance est de taille. Une très grande étude a montré que l'impact des écrans sur le bien-être est très faible. Moins d'un demi%. Pour mettre ça en perspective, le simple fait de prendre un petit déjeuner a plus d'effet. Et ne parlons même pas d'une bonne nuit de sommeil dont l'impact est beaucoup, beaucoup plus important. Du coup, ça nous amène à une autre question. Parler de temps d'écran en général, c'est peut-être un peu trop simpliste. Est-ce qu'on peut vraiment tout mettre dans le même sac? Clairement non. D'un côté, on a les réseaux sociaux, avec des risques bien identifiés, la comparaison permanente, le FOMO, l'impact sur le sommeil, mais ils peuvent aussi être un vrai soutien pour des jeunes qui se sentent isolés. De l'autre côté, les jeux vidéo. On a longtemps dit qu'ils rendaient violents. La science montre que non. Ils peuvent par contre booster certaines capacités cognitives. Et l'addiction aux jeux vidéo alors? Oui, ça existe, c'est un trouble reconnu officiellement, mais les chiffres montrent que ça reste rare. On parle d'environ 3% des joueurs. Ça veut dire que pour l'immense majorité, 97%, ça reste un loisir qui ne pose pas de problème. Mais alors, qu'est-ce qui nous rend si accros à ces écrans? Pour le comprendre, il faut s'intéresser un peu à ce qui se passe dans notre cerveau. Et le mot qui revient tout le temps, c'est dopamine. On a tous cette image en tête. Les écrans, c'est comme une drogue qui nous inonde de dopamine, cette fameuse molécule du plaisir, et qui nous rend dépendants. C'est une histoire qui se raconte bien, mais elle est un peu trop simple. En réalité, la dopamine, c'est moins la molécule du plaisir que celle de la motivation. C'est le neurotransmetteur du désir, celui qui nous pousse à agir pour obtenir une récompense. C'est elle qui nous dit « vas-y, va chercher, ça en vaut la peine ». Et c'est là-dessus que les applications sont très très fortes. Elles utilisent un mécanisme redoutable, la récompense variable. On poste une photo. Est-ce qu'on va avoir des likes, 10, 100 ou rien du tout? C'est cette incertitude qui fait monter la dopamine et qui nous pousse à vérifier encore et encore. C'est le même principe qu'une machine à sous. Tout ça nous amène à une idée vraiment centrale pour comprendre le sujet. L'impact des écrans n'est pas du tout le même pour tout le monde. Le contexte personnel est absolument déterminant. Voilà l'idée clé. La technologie, en soi, ne crée pas le mal-être. Elle agit comme un amplificateur. Elle va exacerber des fragilités ou des forces qui sont déjà là. C'est un miroir grossissant de notre état intérieur. Alors, qui sont les plus vulnérables à cet effet amplificateur? Eh bien, ce sont les ados qui ont déjà des difficultés par ailleurs. Un sommeil de mauvaise qualité, des problèmes de harcèlement à l'école, une faible estime de soi. Dans ces cas-là, oui, les écrans peuvent venir aggraver la situation. Il y a une analogie que je trouve très juste, c'est celle de l'avion. Pour la plupart des jeunes, le vol dans le monde numérique se passe bien. Mais pour un ado qui traverse déjà une zone de turbulence dans sa vie, le risque de crash émotionnel est bien plus élevé s'il n'a pas le bon soutien à bord. Alors, comment on fait pour aider les jeunes à bien piloter leur avion? Heureusement, la science nous donne des pistes concrètes. On peut établir une sorte de plan de vol numérique. On peut le résumer avec une règle simple, celle des 3 S. Le premier S, c'est le sommeil. Il est sacré, non négociable. La chambre, la nuit, c'est sans téléphone. Le deuxième S, c'est le social. On privilégie les usages qui nourrissent les vraies relations, pas le scrolling passif. Et enfin, le troisième S, c'est le sens. On se connecte avec une intention, un but et pas juste par automatisme. Finalement, tout ce parcours nous amène à une dernière question qui est peut-être la plus importante de toutes. Le vrai problème, est-ce que c'est vraiment l'écran en lui-même ou est-ce que c'est tout ce qu'il a en place? Les heures de sommeil, les discussions en famille, le sport, la lecture? C'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse.